Bonjour, merci de rester sur le RTM et bienvenue au journal. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne au Mali. Elle est venue soutenir la stabilisation de notre pays et l'action de la MINUSMA. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont eu hier après-midi une rencontre avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La délégation onusienne s'est dit impressionnée et rassurée de la détermination du chef de l'État à trouver une solution politique à la crise du Nord, un processus que le Conseil entend accompagner. Bourama Traoré. C'est l'un des regards de la presse que s'est déroulée cette rencontre entre le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Au menu des échanges, les problèmes humanitaires et sécuritaires, la reprise du dialogue politique. À l'issue de cette rencontre de plus de 3 heures, la délégation onusienne s'est dit rassurée. Je dois avouer que nous avons tous été très impressionnés par le président de la République du Mali. Je sortais, ma collègue américaine m'a dit « he's impressive ». Et c'est vrai qu'il est très impressionnant. Nous sommes venus au Mali, vous le savez, pour dire que nous soutenons le Mali, la communauté internationale le soutient. Le Mali a effectué une première étape très impressionnante avec les élections. Le Mali a un pouvoir constitutionnel et légitime. Maintenant, la seconde étape, c'est-à-dire la réconciliation nationale. Gérard Araud de réaffirmer la volonté du Conseil de sécurité de l'ONU d'appuyer la mise en place d'un dialogue national inclusif, car, dit-il, une solution durable à la crise du Nord ne peut qu'être malienne, décidée par les Maliens. C'est au Mali de le décider, ce n'est pas à nous de le décider. Nous sommes ici pour écouter, nous sommes ici pour poser des questions et pour dire que les Nations Unies, nous serons prêts à soutenir ce processus. Nous avons été pleinement rassurés sur le fait que le président de la République du Mali veut un dialogue totalement inclusif avec tous les Maliens. Et lorsque je dis tous les Maliens, c'est pas seulement les groupes armés, c'est aussi les citoyens. Il faut donc renouer, c'était une belle image du président malien, il faut renouer le fil malien. Il faut recréer la communauté malienne et c'est un travail de longue échéance. Mais je crois qu'en sortant de cet entretien, nous avons confiance que le président peut y parvenir. Le président nous a bien dit qu'il était dans une logique de dialogue et absolument pas de confrontation. Il veut trouver une solution politique. Tout d'abord, très clairement, il veut tirer les leçons des échecs précédents. Vous savez qu'il y a eu des accords et il veut une paix, finalement, le dit-il, pour toujours. Il ne veut pas qu'il y ait des crises récurrentes. Il veut donc trouver une solution, travailler en profondeur. Il nous a affirmé qu'il fallait aller plus loin que les accords de Ouagadougou sur la base des acquis des accords de Ouagadougou, mais qui n'était qu'un accord préliminaire. Donc un processus qui soit un processus fondé sur une feuille de route de négociation. Quant au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, il a salué le Conseil de sécurité de l'ONU pour sa solidarité et son assistance au Mali. Toutes choses qui ont permis à notre pays de recouvrer son intégrité et de signer son grand retour sur la scène internationale. Le chef de l'État a également assuré la délégation onusienne de sa détermination à recoudre le tissu social et à réconcilier tous les Maliens. Sur ces questions, le Mali et le Conseil de sécurité de l'ONU ont une identité de vue. Absolument. Par exemple, le Mali soutient qu'il faut aller vite pour ces dialogues, ce qu'eux aussi préconisent. L'autre question, c'est le caractère inclusif du dialogue. Ils sont tout à fait d'accord avec nous qu'il faudrait que le dialogue soit inclusif. Il se déroule avec les groupes armés, mais aussi avec la société civile, les communautés du Nord, les victimes. Et sur ce point, je crois qu'il y a une parfaite entente et c'était l'une aussi de leurs recommandations par rapport à leur visite à Mopti, parce qu'ils ont rencontré les victimes, des délégations venant de Gao, des délégations venant de Tombouctou, et tout le monde est unanime que l'inclusivité de ces dialogues est l'une des clés de son succès. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU effectuent cette visite au Mali 7 mois après le déploiement de la MINUSMA. Selon un rapport de l'ONU, les effectifs de la MINUSMA s'élevaient fin 2013 à 5 539 soldats sur les 11 200 autorisés par le Conseil de sécurité. Autre sujet dans ce journal, elle faisait partie de l'épicentre de la crise et depuis maintenant 1 an qu'elle a retrouvé la liberté. La ville de Gao renoue avec ses vieilles habitudes de centre des affaires par excellence. Son marché retrouve de plus en plus son lustre d'antan avec les commerçants nomades qui signent également leur retour. Un bonheur donc pour les populations qui peuvent désormais avoir sur place les articles les plus variés. La correspondance de Drissa Kone.
Un an après sa libération, Gao a accueilli un nombre important de ses fils et filles déplacés et réfugiés. Actuellement, plus de 78 000 habitants vivent dans la commune urbaine de Gao. Cette situation, certes salutaire, a pourtant augmenté le besoin en produits alimentaires et non alimentaires. Dieu faisant bien les choses, ces retours concernent les sédentaires et les nomades dont la vocation est le commerce. La présence de ceux-là même qui fournissent le marché de Gao à 80% en produits de tout genre. J'ai 19 ans ici, 19 ans au marché là. Tout le monde me connaît, tout Gao me connaît. Il n'y a pas de psychose. Je pense que tout le monde peut vraiment revenir chez lui et voir ce qu'il peut faire. Et voir la pierre qu'il peut poser vraiment pour la reconstruction du pays. Avec le retour des commerçants, maintenant ça va. Il y a beaucoup de marchandises. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Malgré ces tableaux reluisants, les prix restent toujours exorbitants au marché de la cité des Askia, épicentre du commerce et des affaires. Jusqu'à maintenant, les prix sont élevés. Le lait, on vend ça jusqu'à 2000 francs ou bien 2250, alors qu'avant c'était 1250. En réalité, les produits ne suffisent pas pour la population parce que la population a sérieusement augmenté. Et c'est ça par notre difficulté aussi de transport entre l'Algérie ici. Les commerçants de Gao, durement affectés par la crise, attendent un accompagnement de l'État malien. Pour le moment, la ville est ravitaillée par Algérie, le Niger et puis Bamako. Par rapport au transport des marchandises, on demande à l'État de réparer nos routes, parce qu'on n'a pas de routes. Par exemple, pour quitter Gao, pour quitter Sévaré, Gao, il te faut 2 ou 3 jours. Vraiment, Gao, les commerçants n'ont rien, ils n'ont plus rien. Tout ce que les commerçants ont là, vraiment, c'est par les événements, tout est parti presque. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vendre leurs maisons, il y a d'autres qui vendent leurs animaux, il y a d'autres qui vendent leurs terrains pour pouvoir vraiment redémarrer. Donc vraiment l'État nous aide quoi. En tout cas, aucun effort ne sera de trop pour l'émergence des activités commerciales dans la cité des Askia et même au-delà. Les autorités maliennes ont toujours encouragé les migrants à investir dans leur pays, sans oublier leur village d'origine, et ceux du village de Dakasenou, dans la région de Kaya, vivant en France et au Canada, ont compris ce message en réalisant des investissements collectifs, adduction d'eau, centres de santé communautaires et écoles pour préparer un éventuel retour. Siaka Konaté. Dakasenou, un village soniqué de plus de 2000 habitants situé à la frontière avec le Sénégal, à 33 km de Diboli. Il compte une forte communauté de migrants vivant à l'extérieur et regroupés au sein de l'association Dakasenou Solidarité. Les migrants ont beaucoup contribué au développement du village par la réalisation d'infrastructures, parmi lesquelles un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes. Son coût 250 millions de francs CFA. Au total, 70 familles sont connectées au réseau. Chaque famille a une borne. Borne à payer parce qu'à chaque mois, le relèveur fait le relève pour donner les factures aux clients. On met le réserve à côté pour surveiller nos machines qui sont en marche et puis à tout moment pour mettre le carburant. Dakasenou dispose aussi de son centre de santé communautaire dont la réalisation a coûté aux migrants 40 millions de francs CFA. Le CESCOM, qui est tenu par 2 médecins, autant d'infirmiers, un gérant et 3 stagiaires, offre une gamme de prestations. Cela grâce à un plateau technique moderne. Le CESCOM de Dakasenou, il n'a rien à envier d'un CESCOM urbain. Absolument rien. Notre plateau technique pour un CESCOM, nous trouvons que vraiment c'est pas assez mal. Ça ne veut pas dire que nous avons tout, mais ce que nous avons sous nos mains ici, nous profitons beaucoup de cela. Non loin du CESCOM se trouve le premier cycle, financé à hauteur de 60 millions par les migrants et qui compte aujourd'hui 6 classes, les effectifs étant de 200 élèves, dont 73 filles. C'est une école qui, au début, n'avait pas assez d'effectifs. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous atteignons les 200. Et ça croît, année en année. Quant au second cycle composé de 3 classes d'une direction des toilettes, il est le don de la Fondation Harris Toronto du Canada, présidée par un migrant de Dakasenou. Sa réalisation a enlevé une épine des pieds des parents d'élèves. Ce qui a contribué même à la création de cet établissement, c'est d'abord compte tenu de la distance et l'état des routes entre Dakasenou et Diboli. Bon, et quand les élèves partent là-bas, des fois les problèmes pour les résoudre, ce n'est pas très facile.
Donc les parents ont vu que pour résoudre ce problème, il fallait faire recours à la création d'une nouvelle école de second cycle. En plus du second cycle, une cité servant de logement pour les enseignants a été construite par la Fondation Aris. Les deux infrastructures ayant coûté 69 millions de francs CFA. Le personnel soignant est lui aussi logé et son salaire payé par les migrants. Pour ce qui concerne les enseignants, leur salaire est pris en charge par l'État. Dagasenou est un village où l'on pratique l'élevage. Pour faciliter l'abreuvage du bétail, les migrants ont réalisé un mini-barrage et surcreusé l'une des nombreuses mares qui traversent le village, ce qui permet de retenir l'eau toute l'année au bonheur des éleveurs. Avant, beaucoup d'animaux mouraient de soif. C'est pourquoi la Fondation Aris nous a aidés à réaliser cette retenue d'eau. Depuis la réalisation de ce mini-barrage, nos animaux ne meurent plus de soif. Les bœufs, les moutons, les chèvres s'abreuvent ici toute l'année. Le coût de l'ensemble des réalisations s'élève à 589 millions de francs CFA, entièrement financés par les migrants, et on est en droit de s'interroger sur l'apport de ceux qui sont restés au village. Quand les villageois initient un projet, les migrants cotisent pour le financer. Quand on achète du matériel, les travaux de main-d'œuvre sont exécutés par la population locale. Les investissements personnels sont importants aussi à Dagasenou, comme en témoigne cette bâtisse appartenant au président de l'association Dagasenou Solidarité. Elle compte une cinquantaine de chambres en dur, toutes alimentées par des panneaux solaires et des groupes électrogènes. Le vice-président de l'association, à la retraite depuis 2006, n'a pas lui aussi oublié l'habitat. Les difficultés, le village en connaît, notamment l'enclavement à cause du mauvais état de la route. Pendant l'hivernage, il est coupé de Diboli. La population souhaite ardemment l'installation d'une antenne TV-FM pour recevoir les images de la télévision nationale. Il faut une antenne parabolique pour pouvoir suivre les programmes de l'ORTM. Le dossier de Chaka Konaté sur le village de Dagasenou. Nous restons en première région avec le lancement des activités de la Jeune Chambre internationale, organisation locale de Caille. Le thème retenu pour l'année 2014 est selon son tout nouveau président Haroun Ali, le leadership citoyen, l'intronisation de nouveaux membres, la remise d'attestations de reconnaissance et un dîner gala ont marqué cette rentrée solennelle. La cérémonie était présidée par le gouverneur de région, Mohamedou Alioubani. C'est à travers la lecture de la déclaration de la Jeune Chambre internationale qu'ont démarré les activités de la ZCI, organisation locale de Caille, édition 2014. Le thème de cette année est le leadership citoyen. À travers ce thème, le nouveau président local, Haroun Ali, veut fédérer et mobiliser les énergies autour des actions collectives pour répondre de la plus belle manière et avec exemplarité au progrès de sa région. Quelques grandes lignes du plan d'action cette année sont entre autres les formations et les actions de sensibilisation pour nous faire davantage des citoyens engagés pour la cité. Un accent particulier sera mis à la citoyenneté active afin d'impacter positivement notre communauté de façon durable. Le parrain du lancement de ces activités de la ZCI ainsi que le gouverneur ont tous salué le plan d'action de la ZCI qui constitue des actions de fierté et d'émergence d'une jeunesse consciente de son rôle au sein d'une société malienne qui a plus que besoin d'une nouvelle génération d'acteurs de développement. Vous avez entendu et suivi avec intérêt que le gouvernement s'engage à lutter résolument contre l'insalubrité. Donc je voudrais vraiment inviter la Jeune Chambre à mettre en parallèle avec ce que vous avez déjà prévu, une lutte implacable contre l'instabilité dans notre ville, surtout le chef-lieu de région, parce que qui est un peu la vitrine. Donc je voudrais vraiment que vous accordiez une importance particulière à cela, et je vous recevrai le plus tôt possible pour qu'on puisse en parler dans les détails. L'intronisation des nouveaux membres, la remise des attestations de reconnaissance aux plus méritants et un dîner gala ont rehaussé l'éclat de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale, organisation locale de Caille. Yaya Mémé est désormais le tout nouveau président de la Jeune Chambre internationale, organisation locale membre de Tombouctou. C'est au cours de la rentrée solennelle 2014 que la JCI a procédé à son intronisation pour un mandat d'une année. Les organisateurs, au cours de la cérémonie, ont remis des fournitures scolaires aux élèves sourds-muets Alpha Daouna de Tombouctou. Des précisions avec Yaya Tandina.
Des actions concrètes pour des impacts réels au sein de notre communauté, c'est l'intitulé du thème de la rentrée solennelle 2014 de la Jeune Chambre internationale, organisation locale membre de Tombouctou. Déclaration des principes, passation de témoins sont entre autres les temps forts qui ont marqué l'intronisation du nouveau président Yaya Meme. Ce dernier a donné l'assurance que l'organisation de Tombouctou saura relever les défis. L'année 2014 s'annonce pour nous comme étant une année de challenge et de défis dans beaucoup de sentiers. Je mesure à sa juste valeur la portée et la responsabilité de ces mandats. La nouvelle équipe que j'ai l'honneur de diriger cette année saura relever ces défis et se hisser à la hauteur des attentes et des besoins de nos communautés, qui est notre raison d'être. Nous croyons fermement que la Jeune Chambre internationale de Tombouctou doit jouer un rôle central auprès des organisations locales qui tournent autour d'elle. Le président l'a dit lors de son intervention, à la suite de la crise, aucune organisation de la Jeune Chambre n'a survécu à part la JCA Tombouctou. La cérémonie, présidée par les autorités régionales, a rassemblé plusieurs femmes venues soutenir la Jeune Chambre de Tombouctou. Je suis très heureux de voir à nouveau la Jeune Chambre internationale de Tombouctou avec encore plus d'engagement pour relever les défis du moment après une période de turbulence à cause de la crise. Soyez rassurés de ma disponibilité et de mon soutien sans faille dans la réalisation de vos nobles actions en faveur des communautés. Les Djeïchi avaient procédé à une remise de fournitures scolaires aux élèves sourmiers et à l'école Alpha Daouna de Tombouctou. Cette rentrée solennelle 2014 a pris fin par un dîner gala à l'hôtel Auberge. La ville de Ségou va vibrer au rythme du festival sur le Niger dès mercredi prochain, et ce jusqu'au 9 février. Pour s'assurer des dispositions prises pour cette 10e édition, le gouverneur de Ségou, accompagné du directeur du festival, s'est rendu sur certains sites de l'événement. Constat, tout est fin prêt pour la bonne tenue du festival sur le Niger. Ségou, Dougoufana Traoré. Bienvenue dans la capitale des Balazans. La 10e édition du festival sur le Niger ouvre ses portes au public. Les tout derniers réglages sont en cours sur certains sites, tandis que sur d'autres, tout est fin prêt. Cette année, plusieurs innovations sont en cours avec à la clé plusieurs artistes de renom tels que Salif Keita, Jacob Devarié ou encore Segouba Bambounou Diabaté. La particularité de cette édition, elle est placée sous le signe de la réconciliation nationale, de la diversité et de l'unité de ce pays. Parce que vous savez, avec tous les événements qu'on a vécus, nous avons souhaité avec les amis du Mali, d'autres festivals du Mali, travailler ensemble pour que cette édition, nous puissions vivre ensemble au Mali, faire une semaine de brassage à travers ce festival. Avec la crise institutionnelle et sécuritaire de 2012 et 2013, l'économie de Ségou s'est atténuée et cette 10e édition permettra à coup sûr d'oxygéner l'économie locale de Ségou. D'autre part, rassurez-vous, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la bonne tenue de ce festival. Nous avons mis des postes de contrôle avec la police, la protection civile, la gendarmerie, l'ensemble des services de sécurité pour que ce soit à la rentrée, que ce soit à l'intérieur, que nous puissions rassurer les festivaliers. Au programme de cette 10e édition, le colloque de Ségou, la foire internationale de Ségou, la caravane culturelle pour la paix, des expositions d'art et des concerts pour la paix sur le fleuve Niger. Un autre dossier dans ce journal, depuis plusieurs années, les monuments de Bamako font partie du quotidien des habitants de la capitale. Qu'ils soient éléments culturels, décoratifs, utilitaires ou rendant hommage à de grandes figures, ces œuvres se partagent aujourd'hui un même sort, celui d'être malheureusement victime de l'incivisme de certains citoyens. Cheikh Omar Sangari. La loi définit le patrimoine culturel comme étant l'ensemble des biens culturels matériels et immatériels qui, à titre religieux ou profane, revêtent pour l'État, les collectivités territoriales, les communautés, groupes et individus une importance pour l'histoire, l'art, la pensée, la science et la technique. Le décret numéro 2012-118 PRM du 24 février 2012 classe 31 parcs publics et monuments de la ville de Bamako au patrimoine culturel national. Cela traduit la volonté du pays à mettre en valeur les nombreux monuments de la capitale. Les monuments, sont des témoins matériels, soit d'événements,
ou de personnalités qui ont marqué notre culture, notre histoire. Et c'est en fait des témoignages très forts de notre patrimoine culturel. Les monuments de Bamako sont de véritables chefs-d'œuvre architecturaux allant souvent jusqu'aux environs de 50 mètres de hauteur et répandus à travers la ville. De l'histoire à l'intégration, en passant par l'éducation, le sport, la liberté, l'hospitalité, la paix ou l'économie, ces patrimoines sont inspirés des visions de la nation. Et Tcharoy, c'est une histoire. Et ceux qui sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale ont réclamé leurs droits et ils ont été massacrés. Donc c'est pour perpétuer cette mémoire-là qu'on a construit cette place-là. Tous ceux qui, en parlant, disent Neko, donc peuvent avoir leur langue traduite à partir de l'écriture. En observant ces monuments de loin, dressés au milieu des immeubles modernes, c'est un paysage urbain admirable. Mais en les approchant de plus près, le spectacle est parfois désolant, comme ici à la place de l'enfant martyr de la Palestine à Médina Croix, ou encore là, au monument Tcharoy, en face du tribunal de la commune 3. Ici, c'est leur toilette. Il fait tout dedans, ils se lavent ici. Les gens qui sont aux alentours des monuments là, eux-mêmes ils prennent de l'eau ici. La plupart des monuments de Bamako, comme ici, sont devenus des lieux vraiment des lieux de délinquance. Vous venez ici à des heures tardives, vous allez voir des scènes que vous ne devez pas voir. Des sites, des monuments anarchiquement occupés au milieu du centre-ville. Comme si cela ne suffisait pas, les installations sont systématiquement enlevées ou détruites. Cela au détriment des caisses de l'État. Pour l'année 2013, il y a une dotation de 150 millions pour l'entretien de ces monuments. On constate qu'une fois les travaux terminés, immédiatement, il y a des gens qui viennent vandaliser les lieux, arracher des lampadaires ou des têtes de robinets. Face à cette situation, le ministère de la Culture prône une synergie des efforts afin de protéger ces monuments tant importants pour le pays. Très récemment, le ministre de la Culture a adressé une lettre aux maires des différentes communes de Bamako pour renforcer les mesures de surveillance en tout cas. C'est donc inadmissible que l'État et d'autres partenaires investissent dans ces monuments et que du jour au lendemain, on vienne, vandaliser, dégrader ces monuments. Les monuments de Bamako constituent des témoignages de notre histoire. Témoignages dont nous avons l'obligation de léguer à nos enfants et petits-enfants pour qu'ils puissent s'inspirer à leur tour des vertus de notre société. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.